Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous sommes à l'esplanade du Musée national à Yaoundé. Bienvenue à Face à ECN, véritable partage d'expérience avec le soutien de l'ambassade de France, l'Institut français du Cameroun. Nous accueillons pour cette édition une des figures de pro de la littérature camerounaise et africaine qui partagera son expérience. Vous le savez, dans le cadre de la Nuit des idées, on va discuter autour de se reconstruire ensemble. Nous allons accueillir par des applaudissements Djaïli Amadou Amal. Bienvenue. Merci. Installez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes très heureux de vous accueillir en ce lieu mythique, l'ancien palais présidentiel, qui est devenu aujourd'hui le musée national. Djaïli Amadou Amal, comment allez-vous? Je vais très très bien, merci. Bonsoir à tous. Mais merci d'être là. Alors, c'est la Nuit des idées avec l'Institut français du Cameroun, l'ambassade de France, se reconstruire ensemble. On verra ensemble comment la littérature peut aider à se reconstruire ensemble. Mais avant, quand même, pour les jeunes qui s'intéressent au travail que vous faites, on va revenir un peu sur, sur votre enfance, quelques souvenirs que vous allez partager avec le public qui s'est déplacé et les internautes aussi qui nous regardent à travers le monde entier. Vous avez des souvenirs de votre enfance? Mais bien sûr, comme tout le monde. Une enfance très joyeuse parce que ça intéresse toujours les jeunes. Oui. C'était des très bons souvenirs entre un père camerounais, une mère égyptienne, avec 4 frères et sœurs. Et puis, voilà, une enfance comme une autre dans cette grande région du Sahel, avec notre belle culture. Alors, on nous dit que vous rêviez d'être journaliste. C'était votre rêve de petite fille. Je vous rêvais d'être journaliste, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il faut préciser. Je rêvais d'être journaliste présentant le journal de 20h à la CRTV. Oh. Mais pourquoi, pourquoi cette fascination pour le métier de journaliste? Mais je voulais qu'on me regarde à la télé. Vous avez été impressionné par les journalistes que vous regardiez à la télé? Non, en fait, j'étais impressionnée de voir des dames présentant le journal, toujours très bien habillées, s'exprimant parfaitement. Et je rêvais d'être comme elles. En fait, je rêvais tout simplement d'être une femme active et indépendante. Tout simplement, je pense que c'est ça le rêve de la petite fille. Et pour moi, la journaliste représentait un tout petit peu ça. Mais finalement, vous n'allez pas choisir ce chemin-là, les études, vous allez obtenir un BTS en gestion. Je ne pense pas avoir eu le choix, en fait. Parce qu'entre ce qu'on rêve et ce qu'on peut faire, les réalités, c'était beaucoup plus compliqué. J'ai eu un parcours scolaire normal jusqu'en 3e, où j'ai été retirée brutalement pour être mariée à 17 ans environ. Et à ce moment-là, évidemment, tout devenait beaucoup plus compliqué. C'était plus compliqué de continuer ses études, plus compliqué d'aller au lycée. Et puis, c'était quand même dans les années 90. Il n'y avait pas d'université dans toute la région au nord et à l'extrême nord. La seule université la plus proche, c'était Ngaoundéré. Et donc, du coup, les études supérieures même devenaient tellement inaccessibles pour les filles. Et alors, les femmes mariées, vous imaginez. Donc, c'est par des concours de circonstances, bien des années après l'obtention de mon bac, que j'ai même pu faire cette formation en gestion commerciale. Ce n'était pas ce que je voulais faire au départ, c'est sûr. Donc, face à l'adversité, vous n'avez jamais baissé les bras. Vous avez toujours fait preuve de résilience. Parce que finalement, tout tourne autour de la résilience, Djaïli. Et pas seulement. En fait, je pense même pas avoir eu le choix. Je me suis pas levée de bon matin. Je me suis et me dire oui, je vais être. Non, en fait, c'est face à l'adversité, on n'a qu'un seul choix. Ou plutôt, on a 2 choix. Et on choisit le meilleur. Soit on se résigne, on s'assoit, on fait rien. Soit on se bat, on se lève, on essaye de s'en sortir et de survivre, tout simplement. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, choisi de survivre. De survivre. À 17 ans, il y a eu ce mariage forcé. Hein. À 17 ans, on est encore une gamine. Et vous avez essuyé plusieurs tentatives de fugue et de suicide. Pour une enfant, quand même, ça reste quelque chose de très fort.
Parce qu'à 17 ans, je veux dire que la première chose à laquelle on pense quand on est jeune fille, c'est pas le mariage. Non. Bon, je pense qu'il faut une transition. Je suis une jeune fille, j'ai 17 ans, je suis dans une région où les filles se marient à 13 ans ou à 14 ans. Je ne trouve pas d'inconvénient à ça. Je ne trouvais pas d'inconvénient, je ne trouvais même pas que c'était difficile ou compliqué, parce que c'est ce que je trouve, en fait, c'est le milieu dans lequel j'ai grandi. La seule différence qu'il y a eu entre mes camarades de classe et moi, c'était juste que j'avais lu. J'avais eu accès aux livres, j'avais lu, et par le biais de la littérature et de la lecture, je m'étais rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Eh bien, évidemment, pour parler de la littérature, de la lecture, il faut que je revienne encore un peu plus tôt dans mon enfance. Tout à fait. Je ne suis pas censée lire. Je ne suis même pas censée trouver des livres parce que j'étais dans une région où il n'y avait aucune bibliothèque. L'accès aux livres était compliqué. Il n'y a pas de bibliothèque. Quand j'étais petite, il n'y avait pas de librairie non plus. Il n'y avait que des manuels scolaires. Donc, c'est par hasard que j'ai trouvé un livre. Et quand j'ai ouvert ce livre-là, je me suis rendu compte que je pouvais être partout où j'avais envie d'être, sauf dans la réalité. Mon premier livre, je me rappelle, je l'ai lu vers 8-9 ans. Et je ne sais pas si vous connaissez la collection Bibliothèque Rose. Oui. Donc, c'était une histoire d'une forêt enchantée en Irlande où il y avait des arbres qui parlaient, des elfes dans la forêt, etc. Je rêve toujours de rencontrer, de retrouver cette forêt-là. Mais bref, à partir de ce moment-là, il fallait que je trouve des livres. Et la petite fille que j'étais, fille d'un imam musulman, avait appris qu'il y avait un seul endroit où on pouvait trouver des livres dans la ville. C'était la petite bibliothèque de l'église catholique. Donc, j'ai grimpé sur un arbre. Ne me voyez pas comme ça, je savais grimper sur les arbres. Donc, je montais sur un arbre, j'escaladais le mur de l'église catholique. Je retombais de l'autre côté. Évidemment, j'ai pris bien le soin de dire au prêtre que je venais lire et non pas... Voilà. C'est qui n'était... Bon, je me rends compte aujourd'hui que j'ai grandi, que c'était pas nécessaire de faire la précision. Mais quoi qu'il en soit, c'est là où j'ai trouvé mes premiers livres et j'ai lu de tout. Et c'est ce qui a fait la différence, en fait. Quand à 17 ans, quand à 14 ans, on décide de me donner en mariage, de me fiancer, là encore, je ne me rendais pas compte que ce n'était pas bien. Mais de 14 ans à 17 ans, j'ai lu Mariam Abba, une si longue lettre, j'ai lu Sembène Ousmane, j'ai lu beaucoup d'autres auteurs camerounais, africains, des auteurs contemporains, des auteurs du monde. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que ce n'était pas normal. Et c'est de là qu'est partie la révolte, c'est de là qu'est parti donc ce besoin de dire non. Ce besoin de dire non, c'est pas ce que je veux de faire de ma vie, c'est pas ce dont je rêve. Et à partir de ce moment, donc, grâce à ces livres, je pouvais me révolter, même si cette révolte-là, cette rébellion ne m'a pas empêché d'être mariée à un homme qui était beaucoup, beaucoup plus âgé, qui était un homme puissant, un homme politique, très puissant dans la région et que mes parents n'ont pas su me protéger de ça. Je suis allée à ce mariage-là. Je me suis réfugiée dans la littérature pour pouvoir me sauver, pour pouvoir, voilà. Et évidemment, à côté de la littérature, il y avait aussi ces tentatives absolument de s'échapper par tous les moyens. Et à quel moment vous vous dites, je vais commencer à écrire? Là, vous avez parlé de, voilà, on s'intéresse à la lettre. À quel moment vous dites, là, ça y est, j'ai lu, je continue de lire, mais là, moi-même, je vais commencer à écrire pour être lu? Là, ça ne s'est pas fait automatiquement. C'est-à-dire, je ne me suis jamais levée un bon matin et me dire, je vais écrire un roman. Non. J'ai toujours écrit. Ça, c'est naturel, en fait. Donc, à l'école, j'ai toujours aimé écrire des petits poèmes, écrire des petites histoires. Mais un jour, j'ai pris un agenda bêtement, comme ça, tout simplement.
C'est pas une décision comme ça. Donc j'ai pris cet agenda, je me suis mise à écrire. Je me suis même pas rendu compte de ce que j'écrivais. Et à la fin, à un moment, je me suis rendu compte d'abord que ça me faisait beaucoup de bien. J'étais soulagée parce que je sortais quelque chose, je déversais toute ma colère, toute ma haine, tout mon ressenti dans cet agenda. Et puis, je me suis rendu compte aussi que j'étais simplement en train de d'écrire voilà ce que je ressentais. Et j'ai décidé de continuer. J'ai continué à écrire et comme je le disais, j'ai commencé à la main. Et puis, il y a eu les ordinateurs. Et puis, j'ai appris. Et justement, en parlant d'ordinateur... J'ai continué. Et pendant 10 ans, je ne me suis jamais dit un seul moment que je vais publier ce roman-là ou que je vais publier un jour un test. Non, j'écrivais d'abord pour moi. D'accord. Et justement, en parlant d'ordinateur, Djaïli, il se dit, vous allez confirmer ou infirmer, que vous avez vendu vos propres bijoux pour vous acheter une table, un ordinateur et une chaise. C'est bien cela? Je décide de divorcer. Mais je n'ai pas décidé de divorcer du jour au lendemain. Il fallait un déclic. Ce déclic-là, il vient de mes filles. J'ai eu des filles. Je me suis posé une question. Et là aussi, ce n'est pas automatique, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas la magie. Mais je me suis quand même, à un moment de la vie, posé une question. Si je reste là et que je ne fais rien, qu'est-ce qu'elles deviendront plus tard? Eh bien, elles auront 13 ou 14 ans, elles seront envoyées en mariage et je ne pourrai rien faire. Et puis, avec d'autres événements aussi, j'ai décidé tout simplement de survivre. Parce que c'est ce qu'on dit et c'est comme ça qu'on appelle les femmes victimes de violences. Quand on décide de ne plus subir de violence et qu'on décide de vivre malgré tout, eh bien, c'est tout simplement prendre la décision de survivre. Et pour survivre, j'ai décidé de m'enfuir. Et la ville que j'ai décidé, c'est justement Yaoundé. Je suis venue à Yaoundé. C'était très, très difficile. Je n'avais jamais pris un taxi de ma vie, j'ai appris à prendre un taxi. Je n'ai jamais payé une facture, j'ai appris à payer des factures. Je n'ai jamais travaillé, j'ai appris à travailler. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit comment je fais aussi pour, à long terme, véritablement non seulement me sauver, mais sauver mes filles. Et pour moi, c'était... ça pouvait passer par le biais de ce que j'aimais faire le plus, c'est-à-dire écrire. Et c'est là où les circonstances aussi ont fait que, voilà, je suis tombée sur des bonnes personnes. Aller à l'Institut français, à ce moment-là, pour moi, c'était quelque chose de naturel parce que c'est là où on trouvait des livres. À l'Institut français, j'ai rencontré des personnes qui m'ont encouragée, des personnes qui avaient la même passion que moi. C'est là où j'ai rencontré notamment mon éditeur François Crémé. C'est là où j'ai rencontré mon ami Hervé Madaya, qui est écrivain. C'est là où j'ai rencontré plusieurs autres, dont même mon ami qui est là, Edmond Mbala Elanga, qui est aujourd'hui au ministère des Arts et de la Culture. Mais c'est là où je l'ai rencontré également. Et c'est là où j'ai rencontré aussi Pabé Mongo. Et c'est là où j'ai appris que Pabé Mongo donnait des ateliers d'écriture à l'université Yaoundé 1 avec son association Lanolika. J'ai participé à ces ateliers-là, j'ai fait partie de cette association, j'ai rencontré des personnes passionnées également comme moi. Et voilà, donc à un moment fatiguée de toutes les difficultés et tout ça, je décide de me séparer de ce qui est et qui fait, je vais dire, c'est la seule chose que nous, les femmes, dans le Grand Nord, nous avons et que nous obtenons lors de nos mariages, les bijoux en or. Donc, je me suis séparée de mes bijoux en or pour m'acheter un ordinateur, une table de bureau, une chaise, m'asseoir et écrire mon premier roman publié, Walandé, l'art de partager un mari. On va dire que ça a été très, très difficile, mais aujourd'hui, on a les fruits. On peut applaudir bien fort pour elle, s'il vous plaît.
Parce que c'est séparé des bijoux, parce qu'on sait que pour les femmes du Grand Nord et pour les femmes en général, les bijoux, c'est quelque chose de très précieux. Vendre ces bijoux, en plus des bijoux en or, c'est un déchirement total, là. Il n'y a pas de regret aujourd'hui, avec du recul, pas de regret. Je peux m'acheter autant de bijoux que je veux grâce au livre. Mais non, non. Le plus important, en fait, c'était ça. C'était, avoir quelque chose qui avait du sens pour moi. Et ce qui avait du sens pour moi, c'est avoir un ordinateur et de pouvoir écrire. Et voilà, j'ai eu mon ordinateur, j'ai écrit, j'ai rencontré des personnes, j'ai travaillé. Et au bout de, je pense, de 2 ans, ou une année entière à assister à ces ateliers d'écriture, j'ai publié mon premier roman chez l'éditeur que j'ai rencontré justement également à ces ateliers-là et qui reste un très, très grand ami et c'est presque de la famille. Et toutes ces personnes que j'ai rencontrées, qui sont des personnes très importantes dans ma vie. On parlera de vos livres tout à l'heure. Revenons un peu sur votre histoire personnelle. C'est-à-dire que vous avez quand même pu échapper à l'enfer de 2 mariages successifs. Vous avez parlé tout à l'heure de la fuite, vous avez été obligé de partir. Pourtant, le mariage, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de femmes, c'est vraiment... Enfin, certains estiment que c'est une fin en soi. Mais pourquoi, pour vous, ça a été quelque chose de difficile, ça a été quelque chose, une expérience traumatisante? Peut-être parce que je suis pas tombée sur des bonnes personnes. Et puis, bon, pour le premier, c'était pas mon choix du tout. Pour le deuxième, j'ai décidé de survivre et de ne pas me laisser tuer. Et évidemment, c'est important pour les femmes en Afrique aussi, surtout avec nos coutumes et traditions. D'avoir un conjoint. Je pense que c'est important pour tout le monde d'avoir quelqu'un à ses côtés qu'on aime et avec qui on peut discuter et tout ça. Et finalement, ne vous inquiétez pas, je suis tombée à la fin sur une bonne personne qui est là. Donc, vous voyez, c'est important et puis il ne faut jamais perdre l'espoir. Alors, parlons de vos œuvres. Vous êtes, tout le monde le sait, et vous faites de la fierté, pas seulement du Cameroun, mais de l'Afrique, auteur à succès. Vous êtes sans doute l'écrivaine camerounaise la plus lue de ces dernières années. L'écrivaine camerounaise, on va dire, de la dernière décennie, c'est quand même une lourde responsabilité. Vous arrivez dans un univers où, voilà, vous avez eu des prédécesseurs illustres. Aujourd'hui, vous êtes, quand on parle littérature au Cameroun, en Afrique, le nom est cité. Est-ce que vous ne ressentez pas ça comme un poids, Djaïli? Non. Non, pas du tout. Je ne ressens pas ça comme un poids parce que c'était pas... En fait, comment dire, le plus important pour moi, c'était pas de me dire, bon, je vais devenir la plus grande écrivaine, le succès et tout ça. C'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est que j'avais des choses à dire. J'allais les dire en passant par le biais de la littérature. J'allais les mettre dans un livre. J'allais rentrer dans le Grand Nord, dénoncer. J'allais parler au nom de toutes les femmes, être la voix de ces femmes qui n'ont pas de voix, mais également être la voix des femmes camerounaises finalement tout court. Et puis dénoncer les violences, dénoncer les abus, dénoncer les mariages précoces et forcés et faire en sorte que les choses changent. C'était ça le plus important pour moi. Le succès, ensuite, il vient pas. Les gens aiment, les gens n'aiment pas. C'est pas ça, en fait, le but ultime quand on écrit et quand on fait ce qu'on aime, en fait. Donc, je ne sens pas du tout de poids. Je n'ai pas de pression par rapport à ça. Je ne me dis pas, il faut absolument que j'écrive ce que les gens aiment. Non. J'écris ce que je pense être nécessaire et ensuite, on verra. Une fois que je mets mon point final dans un texte, dans un manuscrit, que je le confie à l'éditeur, sa vie, en fait, ensuite, ce qu'il devient ne m'intéresse pas. Alors, le premier roman sort en 2010. C'est bien cela? L'art de partager un mari. L'art de partager un mari. Le titre, à lui seul, est très évocateur. Non, en fait, c'est un titre attrape-nigo, en fait. Quand un homme le prend, il le lit. Voilà une femme qui a tout compris, alors que c'est absolument pas ça. Qui partage toutes les astuces et tout ça. Mais c'était voulu aussi par vous, c'est-à-dire que... Mais bien sûr, parce que sinon, vous l'aurez jamais lu. Voilà, il faut beaucoup de subtilité. Beaucoup de subtilité. Alors là, on est vraiment dans un environnement de famille polygamique. C'est 4 femmes qui se racontent. Et à chaque fois, c'est des fictions qui sont inspirées du quotidien, des femmes du Grand Nord, des femmes d'Afrique, des femmes du monde. Toutes ces femmes, enfin, toutes les femmes se reconnaissent.
la polygamie peut devenir un sujet universel en réalité. Pas besoin de vivre dans la même Ailleurs, maison. ce sont les maîtresses. Ou les deuxièmes bureaux. Ou les deuxièmes bureaux. Enfin, peu importe, mais Walanda, de partager un mari, c'est pas seulement la polygamie, c'est aussi le mariage précoce et forcé, c'est les violences faites aux femmes, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que le premier roman est consacré à l'international avec le prix du jury de la Fondation du Prince Claus à Amsterdam, aux Pays-Bas. On l'avait dit tout à l'heure, vous écrivez, mais en réalité, le succès, c'est pas ça qui vous intéresse. Alors quand ce prix arrive, c'est quand même un prix prestigieux. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Le prix Prince Claus? Ouais. Moi, c'était mon éditeur qui sautait de joie et tout ça. Moi, ah tiens, il a eu un prix, c'est bon. Et non, mais ce qui me faisait vraiment sauter de joie, c'est quand une jeune fille s'approche de moi et qu'elle me dit, je veux continuer mes études, je veux devenir comme toi. Quand un père de famille me dit, je ne laisserai plus mes filles se marier très tôt parce qu'il faut qu'elles aillent à l'école. Quand une maman me dit, je ferai tout pour protéger mes enfants. Pour moi, c'est ça le plus important et c'est ça le succès, en fait. Et justement, cette œuvre, il faut le dire aux téléspectateurs qui nous regardent et au public qui s'est déplacé, a été traduite en arabe et diffusée dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. C'est vraiment un bon canal aussi pour pouvoir diffuser vos idées, Djaly. Finalement, c'est des problématiques qui ne concernent pas que le Cameroun, pas que l'Afrique. C'est des problématiques qui touchent... C'est universel. C'est universel aussi. Et être traduite en arabe aussi pour vous, c'était quelque chose d'extraordinaire, j'imagine. Bon, c'est bien, c'est intéressant, surtout que voilà, j'ai quand même des liens aussi. Et puis, c'est toujours bien aussi de se faire lire, d'être lu partout à travers le monde. Donc, oui, c'était une très bonne nouvelle d'être traduite en arabe. En 2013, vous devenez une mangeuse d'âme. Attention. Vous devenez une mangeuse d'âme. Non. Est-ce qu'il y en a qui ont lu le livre dans le public? Mangeuse d'âme. Ah, il y en a qui ont lu le livre? D'accord, tous les livres. D'accord, c'est tant mieux. Alors, vous ne devenez pas une mangeuse d'âme. Mais vous sortez de mangeuse d'âme. Vous voulez qu'on me lynche ici en m'accusant de sorcellerie? Vous n'avez que des partisans dans le public. C'est bien cela. C'est que des fans de Djaly. Voilà. Si ça peut vous rassurer. En 2013, je décide de publier un roman qui parle de ces femmes d'un certain âge accusées d'être des sorcières. C'est un sujet également qui me tient à cœur parce que ça va d'une accusation banale, mais ça peut avoir des conséquences dramatiques. Nous avons eu plusieurs exemples de ces femmes dans le Grand Nord qui sont accusées comme ça sur un fait et puis qui sont chassées des villages. Nous avons eu des femmes qui ont été battues, lynchées par la foule jusqu'à être tuées parce qu'on les a accusées d'être des sorcières. Nous avons eu des femmes qui ont été chassées du village, qui se sont égarées dans la brousse et qui ont été retrouvées quelques jours plus tard décédées. Nous avons eu des femmes qui vivent pratiquement à l'écart de la société. Elles sont mises au banc de la société parce qu'elles sont accusées d'être des sorcières. Mais j'avais aussi également rapidement compris que on ne voyait jamais des femmes riches avec des enfants, des femmes ayant une grande famille accusées d'être des sorcières. On ne retrouvait jamais des Aladis, des hommes puissants accusés de sorcellerie. C'était toujours les femmes les plus vulnérables, les plus seules qui étaient accusées. Je savais déjà que quelque part, il y avait une injustice et c'était à souligner. C'était important pour moi également. Et ce roman va confirmer votre talent de romancière. Dans la foulée, vous allez recevoir, et c'est important de le dire, la distinction de chevalier de l'ordre de la valeur par le chef de l'État du Cameroun. Je pense que ça mérite des applaudissements. Parce que c'est l'histoire d'une jeune dame passionnée qui se met à écrire, mais qui n'imagine pas un seul instant que ses écrits vont avoir un impact au haut niveau de l'État. Bon, vous êtes modeste, mais recevoir une distinction du chef de l'État camerounais, ici au Musée national, c'est quand même quelque chose de fort dans votre carrière. Oui, bien sûr, c'est quelque chose de très, très fort. Et voilà. Qu'est-ce qu'on se dit? On va pas s'arrêter d'écrire, on va continuer. On se dit pas, je suis arrivée en tout cas. On se dit, mon travail est encouragé, il faut que je continue. C'est ça. Et là, une fois de plus, vous abordez problématiques liées à la polygamie, au viol conjugal.
On n'en parle pas beaucoup, c'est tabou malheureusement dans notre société, mais vous allez oser vous attaquer au viol conjugal. C'est vraiment quelque chose d'important à partager aussi avec ceux qui nous regardent et ceux qui ont fait le déplacement. Avec Mounial. Ça, c'est avec Mounial. Eh bien, l'idée, ça a été quand même, je dirais, le test pour moi le plus difficile à écrire. Parce qu'il touche à l'intime, il touche au sujet tabou. Mais également, c'est tellement difficile, surtout quand on a vécu les violences, de pouvoir dépasser tout ce qu'on a vécu pour pouvoir mettre ça sur le papier et transmettre les émotions, en fait, qui vont avec. Quand j'ai décidé d'écrire ce roman, en fait, je me suis posé la question. En fait, au départ, j'avais une idée vague. Je voulais écrire sur les violences faites aux femmes, mais comment aborder toutes les formes de violence en passant par un seul personnage et sur un seul roman. Donc, j'ai cherché très longtemps. Et puis, à chaque fois que j'écris, je mène, en même temps que je suis dans la promotion d'un roman, mais je mène également des enquêtes sur un autre sujet pour un autre roman. Et donc, lors de la dédicace de Mystery Joe, j'ai eu donc, j'ai mené en même temps des enquêtes sur les violences et donc j'ai rencontré un groupe de personnes d'une association de la valorisation de la culture Peul et ils m'ont donc remis ce qu'ils ont intitulé en langue Peul les conseils d'usage d'un père à sa fille. Et ce sont des conseils, en fait, qui sont donnés lors des mariages. On les connaît par cœur, ces conseils-là. Mais pour moi, de prendre ce bout de papier et de lire ces conseils-là, pour moi, ça a été quelque part le déclic. Et je me suis dit, en fait, le fil conducteur, le mot, en réalité, qui va être le leitmotiv de ce roman, ça va être Mounial, c'est-à-dire la patience. Mais pas que la patience, c'est l'endurance. C'est le fait, quand on dit à une femme dans notre société, supporte ou assia ou patience, ça veut tout simplement dire accepte tout, surtout sans te plaindre. Une femme devrait, selon le concept du Mounial ou du Mouniou Sagari pour l'Afrique de l'Ouest, accepter de se faire frapper pour le bonheur de ses enfants, accepter d'être trompée, accepter d'être violée pour l'honneur de la famille, bref, accepter et se résigner, faire abnégation de son propre bonheur pour le bien-être des siens. Et nous l'acceptons tout simplement comme ça et personne ne s'est jamais posé la question et ne s'est dit à quel mot ce mot pouvait être lourd à porter pour les femmes. Et donc, voilà. Mais ça a été très, très difficile. Je pense que ce roman, si je n'avais pas eu à mes côtés quelqu'un de fort, et vraiment ça, je vais lui rendre hommage, mon époux, je n'aurais pas pu écrire ce texte parce que déjà, il faut un soutien psychologique. Il faut une personne qui soit à vos côtés, qui vous encourage, mais qui soit là pour vous rassurer parce que vous avez quand même vécu cette violence pour pouvoir en parler avec les mots justes. Et je me souviens, un jour, j'étais là, sur mon ordinateur, j'étais en train d'écrire et je ne lui parlais pas. J'étais complètement là-dedans. Et lui, comme chaque soir, parce que j'écris la nuit, il montait pour aller se coucher. Et là, il m'a vu, je me suis effondrée sur l'ordinateur et je me suis mise à sangloter, vraiment. Et là, je le dis en le disant encore, ouais, je suis très émue parce que j'ai presque les larmes aux yeux. Et là, il m'a dit, peut-être que si ça te met encore dans cet état-là, c'est que tu n'es pas prête à écrire ce livre. Mais à quel moment on peut être prêt à pouvoir raconter, à pouvoir dire ce qu'on a vécu par rapport au mariage précoce et forcé, par rapport au viol conjugal, un sujet dont on ne doit pas parler, par rapport aux violences physiques, par rapport à la polygamie qui est une violence morale, etc. Et donc, voilà, c'est l'histoire de Mounial. Aujourd'hui, je suis contente du parcours de ce roman. 3 ans, 4 ans plus tard, il est inscrit au programme scolaire pour les classes de terminale, ce qui est une chose formidable. Une belle reconnaissance pour votre travail. Ça permet quand même... Et puis, il est devenu aussi Les Impatientes, prix Goncourt des lycéens, mais également 7 choix Goncourt à l'international. Et aujourd'hui, il est traduit déjà en italien, en arabe, et en cours de traduction dans plus de 15 langues. Donc, c'est un beau parcours. Oui, bravo, bravo. On peut applaudir pour Jaëlie Amadou Amal.
lauréat du prix Goncourt des lycéens en 2020. On va marquer une courte pause. On sait que vous aimez les mots. On va inviter une jeune dame. Ça vous intéresse parce que vous avez décidé de vous positionner comme la voix des sans-voix, défendre les intérêts de la jeune fille. D'ailleurs, vous avez été ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. On en parlera tout à l'heure plus en détail. C'est Andrade qui va, bien sûr, nous parler du dialogue interculturel en Afrique. On la retrouve tout de suite dans un slam. On l'accueille par des applaudissements, s'il vous plaît. Dialogue interculturel en Afrique. Séparés par des kilomètres, pas de terrain mais plutôt de pensée, avec en commun les blessures que l'histoire a oublié de penser. Avant de s'ouvrir au monde, commençons déjà par nous découvrir. Forts d'une même foi, nous pourrons ensuite tout reconstruire. Chez moi, le soleil est vert, rouge, jaune. Chez toi, il est rouge, jaune, vert. Pourtant, il faudra trouver un moyen de se dire « je t'aime ». Tu parles le lingala, ici on s'exprime en gumba. Deux côtes complètement différents pour deux peuples à fleur de leur temps. Jeunesse en avant, osons briser la césure qui nous tient et nous retient depuis longtemps dans nos armures. Ainsi je pourrais communier à ton eau, source de vie, et tu connaîtras les senteurs de mon parfum aux fleurs de lys. Et si jamais j'ai eu un jour à t'offenser, je joindrai à mon chant les pas de danse de l'amitié. Séparés par des kilomètres, pas de terrain, mais plutôt de pensée, avec en commun les blessures que l'histoire a oublié de penser. Avant de s'ouvrir au monde, commençons déjà par nous découvrir. Forts d'une même foi, nous pourrons ensuite tout reconstruire. Ici, on s'exprime en Mejumba, mais chez toi, on parle en Gumba. Pourtant, il faudra bien trouver un moyen de se demander pardon. Chez toi, on danse au tambour, chez moi, on se sert d'un balafon. Pourtant, il faudra trouver un moyen de se demander pardon. Oh, toi, mon frère d'une autre mère, fils d'une autre terre, toi dont la peau rime avec les couleurs claires du désert, s'opposant à la mienne, couleur brune, caramel. Le climat nous a distingués, mais ne nous a pas séparés. Et puisque l'harmattan songe maintenant à nous diffuser, chacun vers sa voie pour affronter l'ultime destinée, tâchons de trouver dans notre parcours l'arbre sublime qui sera le carrefour entre hier et plus tard, quelque part au milieu du présent. Nous y dresserons une table pour savourer quelques instants. Et pour notre rendez-vous, j'accours depuis le sommet de ma montagne. La distance ne m'arrêtera pas, les barrières ne me freineront pas. Je remuerai la terre, soulèverai les mers, j'affronterai le vent et toute la puissance de l'air. Et je te promets qu'un beau jour, je parviendrai au Caire. N'oublie pas que l'équateur n'est qu'une ligne imaginaire. Séparés par des kilomètres, pas de terrain, mais plutôt de pensée, avec en commun les blessures que l'histoire a oublié de penser. Avant de s'ouvrir au monde, commençons déjà par nous découvrir. Forts d'une même foi, nous pourrons ensuite tout reconstruire. Chez moi, on pêche dans l'estuaire du Vouri, chez toi, on se baigne sur les rives du fleuve Nil. Qu'importe les différences, il faudra bien trouver un moyen de se dire merci. Tu te fais appeler enfant du Nord, et moi, enfant du Sud. Et pourquoi pas simplement enfant d'Afrique? Lorsque les cœurs sont en accord, animés d'une même passion, les mots perdent leur sens et laissent place au silence. Laissons l'authenticité de nos diversités enivrer nos pensées et envahir nos 5 sens. Laissons au Dieu le soin de nous délivrer le message de notre essence. Ainsi, à l'issue de nos échanges, nous trouverons la fameuse semence d'où germera le monde féerique auquel je pense. Ce monde où être unique est une qualité, où être différent est une faculté, où les hommes ont enfin compris toute la valeur de la diversité. Les hommes dansent main dans la main au nom de la civilisation arc-en-ciel. À ce moment-là, le beau atteint une dimension universelle. Séparés par des kilomètres, pas de terrain, mais plutôt de pensée, avec en commun les blessures que l'histoire a oublié de penser. Avant de s'ouvrir au monde, commençons déjà par nous découvrir. Forts d'une même foi, nous pourrons ensuite tout reconstruire. Tu es blanc aux pieds noirs et moi, noir jusqu'aux pieds. C'est vrai que depuis le départ, tout semble nous opposer, mais quand je vois tes mets à ma table, tes dialectes à ma bouche, mes pagnes sur ton corps et mes danses à tes pieds, je me dis qu'on a enfin trouvé le moyen de se dire pardon, merci, je t'aime. Andrade.
Vous regardez Face à ECN, véritable partage d'expérience avec bien sûr le soutien de l'ambassade de France, l'Institut français, avec notre invitée Djaïli Amadou Amal, écrivaine camerounaise engagée, lauréate du prix Goncourt des lycéens 2020, qu'on peut une fois de plus applaudir très fort. Alors, une réaction après le slam d'Andrade, vous avez écouté avec un intérêt particulier. C'était magnifique. Ouais. Et bravo, et voilà, continuez comme ça. Et je vous souhaite, voilà, je lui souhaite beaucoup de, voilà, un grand succès. Célébrer le dialogue interculturel, ça aussi, c'est une problématique qui vous intéresse. C'est très important. Ouais. Et ça m'intéresse particulièrement parce que c'est l'un des thèmes de mon prochain roman. Ah, en exclusivité. Donc, on va en parler, Indrid. Alors, vous êtes, tout le monde le sait, très engagé, la voix des sans-voix, vraiment tout ce qui est discrimination, c'est vraiment votre cheval de bataille. Vous n'hésitez pas à dénoncer les pesanteurs sociales liées aux traditions et aux religions. Finalement, ça ne fait pas de vous quand même une iconoclaste, un peu dans un environnement où la femme doit rester dans son coin, à tout subir, à ne rien dire du tout. Est-ce que parfois vous ne vous sentez pas un peu une sorte de Jeanne d'Arc à l'africaine? Oui, bon. N'exagérons pas Jeanne d'Arc. Et puis surtout, j'espère ne pas finir sur le bûcher. On ne souhaite pas avoir le même destin que Jeanne d'Arc. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est toujours difficile de vouloir changer les choses et de bouger les lignes. Et ça, c'est peu importe le sujet, peu importe la société dans laquelle on vit. Mais à un moment, évidemment, il faut bien qu'une personne se lève et qu'elle dise stop. Et voilà, mais de toutes les façons, les choses sont toujours amenées à changer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'ouverture sur le monde, avec voilà, l'accès à l'éducation, à la culture et tout ça, avec ou sans moi, les choses auraient changé de toutes les façons. Mais bon, je suis quand même contente de pouvoir apporter aussi ma contribution pour ce changement-là. Est-ce que ce changement est perceptible au niveau de la région du Grand Nord? Vous êtes originaire de cette partie du Cameroun. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au niveau des mentalités, les choses ont évolué, les choses ont changé dans le bon sens? Toujours. Toujours. Là, c'est comme je le disais, ça ne pouvait que changer de toutes les façons parce que c'est la marche normale du monde. Il y a les réseaux sociaux, il n'y en avait pas avant. Aujourd'hui, toutes les filles sont connectées, les garçons également. Ce qui fait que, voilà, qu'ils sont plus ouverts sur le monde. Il y a la télévision, les câbles, etc. Donc, il y a certains facteurs qui favorisent évidemment le changement et l'émancipation de la femme. Et ça, c'est ce que je viens de citer, l'éducation, la culture, etc. Il y a également des facteurs qui vont aggraver la condition des femmes. Et là, malheureusement, ça peut être les changements climatiques, ça peut être la crise sécuritaire, la crise sanitaire. Ça, on l'a vu aussi avec le Covid et la fermeture des écoles pendant 8 mois. On a eu beaucoup plus de mariages précoces et forcés. Donc, ce sont des exemples. Mais bon, les choses vont changer de toutes les façons. Vous avez parlé de vos filles tout à l'heure. Vous êtes très attachée à vos filles. Je suis une maman. Vous êtes une maman. Bien sûr. Il y en a qui ne sont pas très attachés à leurs enfants aussi. Hein. Non, comment vous pouvez dire ça? Non, toutes les mamans sont magnifiques, n'est-ce pas, les femmes? Oui. Parce qu'il y en a qui vont dire non, mais voilà, mes 2 parents, je préfère papa. Non, les mamans, il n'y a rien à dire. C'est les mamans. Sinon, on va entrer dans un autre débat. Alors, ça tombe bien parce que le 9 mars 2021, vous avez été faite ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. C'était une belle occasion aussi pour vous pour pouvoir défendre les droits de la jeune fille dans le Grand Nord. Bien sûr. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux aujourd'hui en 2022? On ne peut, je veux dire, je suis ambassadrice de l'UNICEF, mais pas que pour le Grand Nord. Je suis simplement ambassadrice de l'UNICEF au niveau du pays. Donc je défends les jeunes filles, peu importe les régions où elles se trouvent. Quelle est la situation au niveau du Cameroun aujourd'hui? C'est-à-dire que, en tant qu'ambassadrice de bonne volonté, vous avez voyagé un peu. Est-ce que vous pensez que les droits de la jeune fille aujourd'hui au Cameroun
la perception même que le public a de On Simora. essaye de faire changer les choses et les jeunes filles, je pense, aujourd'hui, ont besoin d'avoir des modèles positifs. Je m'efforce d'être l'une de ces modèles-là, tout simplement. Donc, ces filles n'ont pas besoin d'avoir... voilà ce qu'on voit, toutes les dérives qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, elles ont besoin d'avoir des femmes responsables, de voir qu'on peut y arriver par la force du travail et d'avoir de l'espoir, tout simplement, c'est tout. Et justement aussi, vous avez fondé votre association, l'association Femmes du Sahel, on peut en parler. Bien sûr. Il y avait cette nécessité-là aussi de donner plus d'envergure à votre combat d'écrivaine. L'association aussi... oui, dès la publication de mon premier roman, la question que je me suis posée tout de suite, c'est oui, maintenant que j'ai dénoncé et que je dis les choses, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Concrètement, pour apporter un vrai changement, pour contribuer à faire évoluer les choses. Et donc, j'ai créé l'association en 2012. L'association a 2 volets, un volet éducation, un volet développement. Vous pouvez regarder sur le site, hein, c'est juste femmesdusahel.org, femmes au pluriel. Donc, sur le volet éducation, nous parrainons des enfants avec une prise en charge de leur scolarité. Nous avons à hauteur de 80% de filles. Nous avons cette année 500 enfants qui sont parrainés par l'association. Nous créons des bibliothèques. Notre périmètre d'action, c'est tout le Grand Nord. Nous avons mis en place 3 bibliothèques communautaires et 36 bibliothèques, petites bibliothèques. Nous avons également réhabilité la bibliothèque du lycée de Bagno. Nous sommes en train de mettre en place une bibliothèque avec le soutien, justement, ça tombe bien, de l'ambassade de France. Oui. Et puis, nous faisons aussi, nous menons des grandes campagnes de sensibilisation dans les lycées, les collèges sur l'importance de l'éducation pour les filles, l'importance d'avoir des diplômes et comment se prémunir des violences et notamment le mariage précoce et forcé. Et puis, nous accompagnons également les femmes dans des activités génératrices de revenus, voilà, entre autres activités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la reconnaissance internationale. On parlait des distinctions tout à l'heure. Peut-être pour partager aussi avec ceux qui nous regardent d'autres distinctions. Le 8 mars 2021, assez récent, le quotidien suisse Le Temps vous a désigné parmi les 10 figures porteuses d'avenir en matière d'égalité de genre. Et vous avez reçu aussi, je crois, en 2021, le prix de la femme d'influence culturelle à Paris. C'est un prix qui met en lumière des femmes de talent qui incarnent un modèle de réussite. Définitivement, Djaïli, le chemin est tout tracé. Hein. Le chemin est tout tracé, oui, j'écris. Ça, c'est sûr. Le pouvoir de l'écriture est extraordinaire, finalement. C'est une force, je c'est vous une l'ai arme. dit, en fait, pour moi, c'est pas si important que ça. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que j'écris, j'aime écrire. Je compte écrire et j'espère avoir le temps d'écrire beaucoup de livres. C'est surtout ça, le plus important. Alors, revenons un peu à la thématique autour de la Nuit des idées, édition 2022 de l'Institut français de l'ambassade de France. Comment se reconstruire, se construire ensemble, grâce notamment à l'écriture, grâce à la littérature. On parlait tout à l'heure de vos romans, qui en réalité sont des fictions inspirées de la réalité. Et on se rend compte en lisant que finalement, vous aidez beaucoup de femmes à pouvoir se reconstruire à travers vos écrits. Pour vous, c'est quelque chose de très important. La littérature prend une autre dimension. Ça devient une arme, en fait. En fait, c'est à ça que devrait servir la littérature aussi, à faire changer les choses, à faire bouger les lignes. Bien sûr, à donner du plaisir, puisqu'il y a le côté aussi artistique, mais il y a également voilà, des causes qu'on peut défendre à travers la littérature et tout ça. Et je pense véritablement qu'avec la littérature, on peut changer le monde. Mais comment justement la littérature peut amener le lecteur à faire évoluer sa vision du monde? Vous ne savez pas que la plume d'un écrivain fait plus mal qu'une arme? Ah. Si vous voulez, on essaye. Hein. Surtout pas. Vous voulez aller dans le public ou pas? On essaye? On essaye ou pas? Je peux appeler la jeune Ingrid. Voilà. Non, mais je veux dire que vous avez forcément des retours aussi des lecteurs, des lectrices, oui, après avoir lu, qui se sentent bien après.
Oui, mais ça, c'est pas à moi d'être là aujourd'hui et de dire oui, j'ai eu quelqu'un qui a trouvé mon livre formidable. Le but, c'est pas ça, en fait. Le but, c'est juste de se dire, voilà, j'ai écrit un roman, c'est intéressant. Si ça peut aider les autres à aller mieux, eh bien, c'est le but, en fait. Pour moi, c'est ça le but de la littérature, parce que la littérature m'a sauvé la vie. En lisant les autres, ça m'a permis d'être plus forte, ça m'a permis de me reconstruire, ça m'a permis, voilà, tout un ensemble de choses. Ça m'a permis de sauver mes filles, ça m'a permis, voilà, d'avoir un autre regard sur le monde. Et c'est ce que j'espère transmettre aussi aux générations futures en écrivant. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, il y en a qui écrivent pour gagner de l'argent, ça, c'est perdu d'avance. Mais bon, il y en a également qui écrivent pour défendre des causes et moi, je suis de ceux-là. Et je vais d'ailleurs partager avec ceux qui nous regardent en ce moment une citation qui est de vous. Alors voici ce que vous dites. « J'ai choisi la littérature. Elle a été pour moi l'arme qui m'a permis non seulement d'être personnellement forte, mais de l'être suffisamment pour aider les autres. » Ça, c'est bien, c'est de vous. Ah bon? Ouais, c'est de vous. Je ne savais pas que je pouvais dire des choses aussi philosophiques. Ben, vous le dites, hein. D'accord, j'accepte alors. On peut applaudir pour elle, s'il vous plaît, le sens du numéro. On peut applaudir pour la vie. Donc, mais finalement, et vous le dites tout à l'heure, vous qui êtes passé par le mariage précoce, les abus conjugaux, la littérature, finalement, l'écriture aussi vous a permis de vous reconstruire. S'il fallait passer un message à tous ceux qui nous regardent en ce moment, tous ceux qui se sentent mal dans leur peau, ceux qui n'ont pratiquement plus d'espoir, qu'est-ce que vous leur dites? Oui, la littérature, l'écriture peut nous aider à nous reconstruire. Si je dis ça, ça risque d'être un peu trop... Comment dire? Faut pas exagérer non plus. Ça dépend. Moi, j'ai aimé lire. J'ai trouvé dans la lecture ce qu'il me fallait pour pouvoir me reconstruire et tout ça. Si une personne se sent mal, ça pourrait peut-être l'aider aussi d'écrire, ça pourrait aussi être l'exutoire qu'il lui faut. Mais bon, chacun doit trouver son chemin et ça peut passer pas forcément par l'écriture, hein. Ça peut être par la musique, ça peut être par la peinture, ça peut être par différentes sortes, voilà, le sport, etc. Tout cela est valable. Donc, il ne s'agit pas de dire que, voilà, prendre son stylo et écrire, ça va vous soigner vos maux de tête aussi bien qu'un paracétamol. Je ne fais pas la publicité d'une firme pharmaceutique, bien entendu. Merci infiniment. Restez avec nous. On peut applaudir une fois de plus notre invité. Dans un instant, mesdames, messieurs, on vous donnera la possibilité de lui poser des questions. Vous savez, la nuit des idées aussi, c'est vraiment une petite discussion. On a suffisamment échangé maintenant. J'aimerais bien que le public qui s'est déplacé nombreux ici au Musée national puisse vous poser des questions. Mais avant cela, on va retrouver un autre slammer, Rodrigue Diana, qui a prévu pour nous quelque chose de tout à fait spécial. Des applaudissements pour accueillir Rodrigue Diana, s'il vous plaît. Alors, on dit que c'est dans les nuits les plus noires que souvent les plus belles étoiles se révèlent. La réussite, c'est lorsque le trésor que l'échec cache dans son ventre se réveille. Le succès passe par la persévérance. La détermination détermine l'action. Aujourd'hui, c'est un destin en or avec onction. Et son nom est Djaïli Amadou Amal. C'est notre fer de lance de l'émotion. À chaque fois que je la croise sur scène, je parle de sa réussite, je célèbre sa réussite. Parce qu'ici au Cameroun, dès qu'on réussit, on entend « Oh, oh, c'est monté, c'est descendu ». Alors il faut que les gens comprennent, dans les grosses voitures, il n'y a pas que des vendus. Et toutes ces belles femmes qui se payent de grosses toitures ne se sont pas toutes étendues. Il faut que les gens sachent que le succès ne te trouve pas chez toi les orteils détendus. La vérité, c'est qu'elle te trouve sain tant que tu saignes toutes ces langues tordues. Mais dès que le soleil brille, on brouille ton image comme si le succès était défendu. Oui, ici, dès que tu réussis, tu entends « Oh, oh, c'est monté. Oh, tel a vendu sa mère. Oh, tel a acheté ses pères. » Tu critiques, mais le doigt que tu agites est pour des exemples, des gens qui agissent, des chutes qui se relèvent toujours. Toi-même, tu sais quand la galère te gère. Les courages font de la sous-marine quand c'est dur, gars, je pouvais pas, je te jure. Mais après, dès que tu réussis, tu entends « Oh, oh, c'est monté. » Oh yes, le travail paye. Ceux qui tiennent sont ceux qui règnent. Le Congo, ça vient toujours de ceux qui
traîne, de ceux qui craignent. Oh, les artistes sont des gens comme si. Mais ta playlist, elle est pleine comme ça. Certains ne pensent qu'au diplôme. Tu me diras le jour où tu vois un diplôme qui pense. Il n'y a pas de bonne méthode de soi-même étau où travaillent les métaux. L'essentiel, c'est de s'agripper, que tu sois man du ghetto, que tu sois un moine de gâteau. Après, dès qu'Andrade réussit, tu entends oh, oh, c'est monté. Alors, jeunesse, maintenant, faites de grandes choses. Et on arrête de prendre de grandes pauses. Paris ne s'est pas fait en un jour. On ne fera pas Yaoundé en un jour. Juste un essai, tu dis que tu réussis. Vraiment, les gens aussi sont un genre. Respect aux vaillants qui prennent des risques, qui peinent des raps, mais qui refoncent direct. Respect à tous ceux qui parfois se ratent, mais qui reprennent la route, ceux que rien n'arrête. Oui, ici, nous on fait des grandes choses. Même si dehors, ils font oh, oh. Monter, c'est descendu. Notre génie nous fait géants. Et tant pis si tu trouves ça gênant. À présent, nos pays sont des choix payants. Nous, on fait le monde, on n'est plus des plaignants. Regarde les gens qui marchent dehors. Tu crois que c'est juste pour prendre de l'air? Le monde appartient à ceux qui y croient trop. Ce texte, c'est pour tous ces fonceurs qui valent de l'or. Moi-même, sans le courage de l'âme, serais-je payé tant de dollars de l'heure? Ce texte, c'est pour nos parents qui ont cotisé les efforts, pour que nous fassions aussi partie des forts. Il est pour tous ceux qui se débrouillent pour y voir clair, tous ceux qui se débraillent pour vaincre leur enfer, pour tous ces jeunes qui couvrent des projets. Yaoundé, il n'y a même pas de route, mais nous, on fait des trajets. Pour tous les ndos qui font des projets, ici, il n'y a même pas de route, mais Djaïli, lui, elle fait son trajet. Oui, ici, nous, on fait des grandes choses, même si dehors, ils feront oh, oh. Prénom Rodrigue Nondiana, profession parolier. Magnifique, Rodrigue Diana. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. On peut encore applaudir pour lui, s'il vous plaît. Bravo, 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 bravo. Face à ECN, véritable partage d'expérience avec le soutien de l'ambassade de France, l'Institut français du Cameroun. Alors, Djaïli, oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Vous avez certainement entendu parler de oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Quand le succès frappe à la porte, malheureusement. Bien entendu, mais puis bravo à Rodrigue, Ouais. qui est un ami et j'adore ce qu'il fait. Alors, des projets, tout à l'heure, vous avez annoncé en exclusivité, et on vous dit merci, hein, que le prochain livre est en préparation, en gestation. Hein. Le 15 avril prochain. 15 avril 2022. On peut applaudir pour ce scoop, c'est bien cela. Et on va beaucoup parler de dialogue... Le titre d'abord, Cœur du Sahel. Cœur du Sahel. Wow. Et on parlera de dialogue interculturel, pas seulement. Non, mais je vous ai déjà donné le titre. Vous ne voulez pas que je vous... Enfin, que je commence, je vous donne les premiers chapitres déjà. Rendez-vous donc au mois d'avril prochain. Merci beaucoup pour cette exclusivité. On peut applaudir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Mais il y a des projets avec l'Institut français. Beaucoup de projets avec l'Institut français, dont un projet que nous avons abordé hier, justement, avec... Yann Lorveau. Voilà. Et nous sommes très, très fiers parce que nous avons pensé que ce serait magnifique si nous pouvons commencer la procédure pour que le Cameroun et l'Afrique centrale puissent avoir son choix Goncourt. Comme on sait que le choix Goncourt à l'international, en fait, c'est parrainé par l'Académie de Goncourt et organisé par les ambassades de France, eh bien, ce serait bien de commencer le processus pour que nos étudiants puissent également participer à ces choix Goncourt de l'Afrique centrale. Très, très bonne nouvelle. Bravo. Et que vive la littérature. Hein. Là, c'est vraiment la relève qui est assurée. C'est vraiment la diffusion du livre, la lecture. En tout cas, c'est un projet qu'on va bien évidemment suivre de près. On croise les doigts. On pense que c'est sur la bonne voie. Alors, le moment est venu pour vous de poser des questions à notre invité. C'est l'occasion vraiment de lui poser toutes les questions. Vous allez juste vous présenter, décliner votre identité et poser la question. Bonsoir à tous et je suis très très honoré, très content de rencontrer enfin Djaïli parce que pour la petite anecdote, nous habitons le même quartier. Il y a 40 ans, on est né à Tchémiré-Marois et la mission catholique dont on parlait, c'est géré par le Père Mbakouga. Père Mbakouga, ça veut dire le monsieur
à la grande barbe. Donc, quand elle parlait de ça, ça m'a fait un rewriting de 40 ans, juste pour dire que j'étais fier d'écouter les Bibles de ma jeunesse aussi. Et ça m'a fait plaisir enfin de rencontrer Djaïli parce que, en tant que plasticien également, j'étais aussi pris par mes déplacements. On n'a jamais eu l'occasion et je voudrais féliciter en public Djaïli. Et voilà, c'est un honneur en fait. Merci beaucoup. Je m'appelle Aliou Moussa, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis plasticien. Bonjour à tous, moi je m'appelle Mafo Inès, j'ai 16 ans et je fais terminale C. J'aime pas trop les maths, mais je suis en terminale C, j'ai fait pour la littérature. Mes questions seront les suivantes. J'ai l'impression que le monial, c'est le thermomètre par excellence qui prélève le degré de fièvre dont souffre le Nord Cameroun. Ma question est la suivante. Djaïli, pensez-vous que le monial aura un écho favorable dans le processus de scolarisation des élèves dans le Nord Cameroun? Et j'ai encore une autre question. Quelle est la différence entre la religion musulmane et la culture peul? D'accord, donc je dois d'abord dire que je suis très, très contente de revoir un frère que je n'ai pas vu depuis très longtemps, depuis justement notre jeunesse. Merci d'avoir dit mon âge. Hein. Il fallait dire 20 ans, mais comment jusqu'à 40 hein? Bon, et tous mes encouragements, et puis évidemment, je prêterai attention et essaierai de regarder vraiment toutes ces œuvres. Donc, pour répondre à cette question, le monial n'est pas spécifique au Nord Cameroun. Ça, il faut vraiment qu'on se le dise. Quand on parle des violences faites aux femmes, les chiffres pour le Cameroun, c'est 53% des femmes camerounaises disent déjà avoir été victimes de la violence de la part de leur époux ou de leur compagnon. Ce n'est pas spécifique au Nord Cameroun ou à une zone ou à une ethnie, etc. C'est toutes les femmes camerounaises qui le vivent. Monial, c'est un terme peul que j'ai décidé de mettre en avant tout simplement parce que l'action se passe dans le Nord Cameroun. L'action où ces violences auraient pu se passer dans le Sud Cameroun, comme partout ailleurs en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Les questions de violence faites aux femmes, c'est une question universelle. Donc, il ne faut pas absolument essayer de reléguer ça à un endroit et dire « je ne suis pas concernée » en fait. Non. Toutes les femmes camerounaises ont eu quelque part à faire face à de la violence. Ce n'est pas spécifique à une région, à une ethnie, à une culture, à une religion, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est la même chose quand on parle également de déperditions scolaires, quand on parle de viols conjugaux, etc. Ce n'est pas spécifique à une région du Cameroun. Ce n'est pas spécifique à une ethnie, ce n'est pas spécifique à des croyances. Non, finalement, c'est général en fait et ça peut avoir plusieurs causes et plusieurs raisons. Il est vrai qu'il y a l'amalgame entre tout ce qui est culture peul et tout ce qui est islam. Peut-être parce que pratiquement tous les peuls du Cameroun sont musulmans. Encore que les peuls du monde ne sont pas tous musulmans. Et tous les musulmans du Cameroun ne sont pas peuls. C'est vrai qu'aujourd'hui, on assimile beaucoup la religion musulmane à la grande culture qu'on appelle la culture islamo-peul. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la religion. La religion, de toutes les façons, ce sont des religions importées, comme le christianisme, de toutes les façons. Donc, ça n'a rien à voir et quelque part aussi, sur certains sujets, l'amalgame se pose aussi pour les musulmans. D'où le thème de ce roman-là, Mystery Joe, la mangeuse d'âmes, justement, parce qu'on ne sait pas où commencent toutes les traditions, les coutumes, et où commence la religion, et les gens mélangent les choses. Donc, ça peut être un vrai problème qui est aussi relevé dans certains de mes écrits. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Armel Touko.
Moi, j'ai créé un programme sans petit écrivain, les ateliers d'écriture avec les enfants. Et je suis aussi éditeur. Je fais la littérature jeunesse à Dinkra. Et peut-être je vais être opportuniste. C'est important. Voilà. Et solliciter de vous que vous puissiez être la marraine de la seconde édition du programme sans petit écrivain. La première édition, qui était soutenue par l'Institut français, a eu comme parrain Christian Kinge-Pagna, qui est un illustrateur aussi camerounais et de renom sur le plan international. Et nous aimerons, par votre biais, que beaucoup de jeunes filles, les petits enfants et tout, puissent savoir qui vous êtes, parce que c'est important, et puissent s'identifier au bon modèle et aussi puissent nourrir leur amour de l'écriture grâce à vous. Donc la question que j'aimerais poser, c'est que dans le contexte camerounais, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous avez perçu qu'il y a des gens qui opposent les idées que vous mettez de l'avant dans vos livres? Parce que j'imagine, bon, si c'était au Canada, il y aurait eu des gens qui auraient opposé, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être là. Donc, s'il y a des gens qui s'opposent à ces luttes-là, bien sûr, et dès le début. Dès le début, ça a été quand même très difficile. Mais je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que quand j'ai publié le premier roman, Walande, l'art de partager Marie, je suis allée donner la première conférence dans le Grand Nord Cameroun, à Maroua. Et quand je suis arrivée, j'ai quand même fait preuve de beaucoup d'audace, parce que j'ai envoyé, comme inconnue, j'ai envoyé une invitation au gouverneur. Et ce gouverneur, c'est l'actuel ministre de la Défense, M. Betty Assomo. Donc, je suis allée, j'ai donné une invitation pour une dédicace alors que je suis complètement inconnue et personne ne connaît. C'est la première fois qu'une femme du Nord Cameroun écrit un livre. Et ce gouverneur a lu l'invitation et ils m'ont appelé immédiatement de son cabinet pour me demander de déposer les livres pour qu'ils lisent avant de venir, avant de prendre la décision. Et il l'a lu et le lendemain, il a décidé de venir à ma dédicace. Et quand il est venu à ma dédicace, évidemment, ça a aplani immédiatement beaucoup les choses. Parce que quand même, quand le gouverneur vient, la première chose qu'il a dite, c'est si quelqu'un vous menace, ou vous dit quelque chose de travers, ou vous empêche de parler, eh bien, il a affaire à moi. Ça a changé la donne. Et puis, ça n'a pas empêché que pendant un certain temps, mon éditeur a quand même recevé des menaces. On l'appelait à 2h du matin pour menacer, pour dire que je raconte n'importe quoi. Ça n'empêchait pas que même en pleine conférence, que je sois attaquée, ou même pendant les émissions de télé, que ça soit aussi bien. Ce qui fait le plus mal, c'était que c'était même pas par les hommes, forcément. C'est quelquefois par les femmes. Et puis, c'était pas forcément... c'était des personnes auxquelles je ne m'attendais pas, qui sont censées quand même vouloir que les choses changent. Donc oui, il a fallu affronter tout ça, mais j'ai eu quand même de la chance d'avoir eu le soutien quand même des autorités, je dois dire ça. Immédiatement aussi, après, nous sommes au Musée national, mais après la publication déjà du premier roman, j'ai eu le ministère qui était quand même à mes côtés et qui a toujours été à mes côtés et qui a toujours soutenu les actions aussi que j'ai faites. Donc ça, ce sont des choses positives. J'ai aussi eu les institutions comme l'ambassade de France, comme l'ambassade des États-Unis, comme vous-même qui m'avez invité au Canada. Dès la proclamation du Goncourt pour me féliciter, etc. Et donc, voilà, il y a donc toutes ces personnes-là qui sont là et qui encouragent et qui vous donnent la force, justement, de pouvoir porter votre message et de pouvoir porter votre lutte et de pouvoir, parler haut et fort. Ok, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de rencontrer enfin Djaïli et son époux, en fait, l'écrivain Badia Dihoretoulou.
c'est un plaisir pour moi. Je suis rempli de joie, en fait. Bon, j'ai lu les romans de Djaïli Amadou Amal. J'étais tellement ému J'étais tellement blessé, en fait. Quand j'ai lu Mouyal, je pense aux différentes conditions que les femmes du Grand Nord vivent, en fait. Ce sont des trucs que moi-même j'ai vus, que j'ai vécu. Et des femmes du Sahel, dans le Sahel même, elles vivent ces trucs-là. C'est tellement... Ça choque, en fait, ça choque. Ma question que je devrais poser, si je n'étais pas... En fait, je n'étais pas du tout préparé pour les questions. Je suis là pour écouter, en fait, ce que Djaïli peut nous produire comme discours ce soir. Bon, la question que je peux poser, c'est quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer dans l'écriture, ou bien ceux qui commencent dans l'écriture, comme moi par exemple? Quel conseil alliez-vous donner? Je suis un ingénieur informaticien. Je suis un passionné d'histoire. Je suis par ailleurs promoteur d'un projet culturel et le président d'une association dédiée à la connaissance de l'histoire et des archives du Cameroun. Dans ce cadre, j'ai mené plusieurs activités ici au Musée national, où j'ai parfois invité des jeunes à visiter le musée. Je voudrais féliciter Djaïli. Elle n'est pas seulement une référence pour les femmes, elle est également une référence pour nous les hommes qui sont porteurs de projets et qui découvrons une thérapie à travers la lecture. Alors, je voulais donc parler de thérapie. Thérapie parce que dans le parcours que Djaïli a énoncé au début de l'émission, j'ai senti son expérience dans le mariage. J'ai compris sa vision de la polygamie et je me suis dit, elle écrit sûrement pour soigner les femmes qui liront ses œuvres. Et je me suis dit, est-ce que c'était la bonne approche? Est-ce qu'il faudrait, au lieu d'attirer l'attention des femmes sur certains faits sociaux ou alors culturels comme la polygamie, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de soigner les femmes en leur disant, écoutez, peut-être qu'il serait bien que vous sachiez qu'on ne se marie pas parce qu'on a besoin d'un homme. On se marie tout simplement par amour. Parce que ce n'est plus la jeune fille de 14 ans ou de 17 ans qui va dans un foyer polygamique, qui accepte de se marier. Non, on retrouve des femmes de 35 ans, 40 ans même, qui ont une situation stable et qui sont prêtes à s'adonner à un mariage polygamique. Merci. Donc, à mon jeune frère, je dirais déjà merci. Et puis, si j'ai un conseil, c'est vraiment lire. Beaucoup lire. On ne peut pas écrire si on ne lit pas. Il faut qu'on lise autant les auteurs classiques que les auteurs contemporains. Et qu'on ne se donne pas de barrières. On ne doit pas se dire que, bon, OK, je veux écrire sur nos traditions, donc je vais lire uniquement les auteurs africains. Non, on n'a pas de barrière par rapport à la littérature, n'a pas de barrière. Donc, il faut tout lire pour pouvoir justement acquérir de l'expérience et voilà, pouvoir voir ce que les autres font et tout ça. Et puis, ce qui me désole généralement avec les jeunes auteurs, j'en ai reçu plusieurs. Mais aujourd'hui, et c'est pour cela aussi que ce genre de rencontres, c'est très intéressant. C'est important quand on parle aussi de ces expériences. Aujourd'hui, on reçoit un auteur, il vous dit, j'ai un manuscrit et tout, est-ce que tu ne veux pas le lire? Je dis, d'accord, je le lis. Quand je lui donne mes impressions et que je lui dis, essaye de retravailler et tout ça, il disparaît, il ne revient plus. Parce que pour lui, c'est aide-moi à trouver un éditeur maintenant, tout de suite, et je veux publier pour avoir du succès. C'est pas ça, en fait. On a une conviction, on a des choses à dire, on écrit un texte. Autant de fois, à chaque fois qu'il y a une personne qui vous dit retravaillez votre texte, sachez qu'il vous rend un service parce que autant vous travaillez le texte, autant il sera parfait, en fait. Donc, moi, j'ai reçu beaucoup d'auteurs, enfin, beaucoup de jeunes auteurs qui veulent publier, mais dès que je leur dis réalisez votre texte, ils ne reviennent plus. Et pour là, je viens de vous dire que moi, j'ai eu l'expérience. Quand j'ai vu Papé Mongo la première fois, je lui ai donné un manuscrit. Pourtant, j'ai assisté à ces ateliers d'écriture pendant une année sans qu'on ne touche à ce manuscrit. Et enfin, ce n'est pas ce manuscrit qui a été publié.
c'est un autre manuscrit que j'ai écrit pendant ces temps-là où je participais à ces ateliers d'écriture. Vous voyez, donc pendant une année, je n'étais pas pressée. Je pense que si j'avais été pressée, que j'avais publié ce manuscrit, j'aurais regretté aujourd'hui de l'avoir fait. Cette année-là où j'ai passé du temps à faire ces ateliers d'écriture, ça a été une année hyper importante pour moi et très importante parce que j'ai appris le processus de l'édition, j'ai appris comment transmettre des émotions, j'ai partagé avec d'autres auteurs leur expérience, etc., leur style. Et puis, pendant ces ateliers-là où on se rencontrait tous les samedis, Pabé nous donnait 2 romans à lire par semaine. Il nous suggérait, il nous disait, allez à l'Institut français, tel auteur et tel auteur, il faut les lire et la semaine prochaine, vous en parlez. Donc, on lisait 2 romans par semaine pendant au moins une année. Mais aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas faire ces efforts-là. Donc, si j'ai un conseil, c'est vraiment de beaucoup lire, de faire ces efforts, de retravailler le texte, de ne pas hésiter à le montrer à des professionnels. Et puis, tant que s'ils vous disent de retravailler votre texte, n'hésitez pas à le retravailler. Et les jeunes auteurs doivent ne pas se sentir suffisants et se dire « je connais en fait ». Il faut essayer à chaque fois de s'enrichir de l'expérience des autres pour pouvoir avancer. Et même moi, qui ai déjà publié plusieurs romans et tout ça, je continue à lire au moins 2 livres par semaine. Je continue à chercher quand il y a des masterclass, quand il y a une personne donc j'essaie d'écouter et de partager et d'échanger pour avoir encore plus d'expérience et voir ce que les autres font. Donc ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Déjà, pour commencer, je n'écris pas pour les femmes. Mes romans ne sont pas destinés aux femmes. Mes romans sont destinés à tout le monde. Aujourd'hui, on parle plus des femmes parce qu'on raconte la problématique que les femmes rencontrent. Donc, mes héroïnes dans le roman sont des femmes qui vivent certains problèmes. Mais ça ne veut pas dire que le texte est destiné uniquement aux femmes. Le texte est destiné à tout le monde. Et évidemment, je pense que pour pouvoir changer les choses, il faut que ça passe par les hommes et par les femmes également. Et puis, par rapport à la polygamie, soyons clairs, hein, je ne suis pas là pour dire que la polygamie est bien ou n'est pas bien. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis là, l'écrivain est le miroir de sa société. Je décris des faits, ce qui se passe. Et puis, également, il ne faut pas oublier que quand on parle de roman, on parle aussi de fiction. Ensuite, maintenant, c'est aux autres d'en tirer leurs propres conclusions. Mais pour ce qui est de la sensibilisation, puisque là, on a parlé spécifiquement des filles dans les lycées, nous sensibilisons les filles avec l'association. Eh bien, pourquoi moi, j'ai choisi de sensibiliser les filles? Premièrement, je sensibilise que les filles et non pas les garçons, parce que je me suis rendu compte que quand il y a des garçons dans la salle, les filles ne s'expriment pas. Parce que justement, dès qu'on parle de mariage précoce ou qu'on parle de sexualité, les garçons commencent à faire du bruit et à s'agiter. Et donc, les filles sont muselées et elles se retirent, elles restent dans leur coin où elles sourient, elles ne disent rien. Donc, alors que quand elles sont seulement entre elles, la parole se libère et elles peuvent s'exprimer et là, elles peuvent poser les vrais problèmes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les filles sont aussi quand même les plus vulnérables et c'est celles qui subissent le plus. Et donc, c'est elles qui ont besoin de savoir comment se prémunir des violences. C'est pour cela qu'on décide de sensibiliser les filles. Bon, mais quand on sensibilise dans les communautés, en ce moment-là, on ne choisit pas les femmes uniquement ou les hommes uniquement, on sensibilise tout le monde. Bon, maintenant, concernant l'autre point où on parlait, bon, ça s'est un peu mélangé avec la polygamie, mais je pense que parler du mariage en général et de l'autonomisation des femmes, c'est très facile de dire que les femmes sont autonomes et qu'elles gagnent de l'argent et qu'ensuite elles courent après le mariage. Si une fille n'a pas été envoyée à l'école, ou bien même si elle a été envoyée à l'école à 13 ans, à 14 ans, on la retire de l'école pour l'envoyer en mariage. Elle n'a pas le temps de terminer ses études. Elle n'a pas le temps d'apprendre un métier. Elle sort de la maison de son père directement dans la maison de son époux. Qu'elle soit première femme ou deuxième ou troisième, ce n'est pas le plus important. À quel moment elle apprend à gagner de l'argent pour être autonome? Ce n'est pas possible. Et la société lui reconnaît finalement quel statut? Juste le statut d'une femme mariée, c'est tout. Et donc,
c'est pour cela que j'insiste beaucoup sur le fait que le mariage précoce et forcé reste la violence la plus pernicieuse qui soit, parce qu'elle est la violence qui entraîne automatiquement toutes les autres formes de violence, dont une violence dont on ne parle pas souvent, qui est la violence économique. La personne qui ne gagne pas de l'argent n'a pas droit à la parole, tout simplement. Merci infiniment donc, à vous, mesdames, messieurs, d'avoir fait le déplacement du Musée national de Yaoundé pour assister à cette édition de Face à ECN, véritable partage d'expérience. On remercie Djaïli Amadou Amal, donc, qui nous a fait l'honneur de répondre à nos questions. Merci infiniment à vous. Hein. C'est un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. On se dit à très bientôt, au mois d'avril, pour la sortie du prochain roman. Le 15 avril. Le 15 avril. Merci à tous et à toutes de nous avoir regardés et à très bientôt.